Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour, what a talent ce David. N'est-ce pas Et bienvenue. Alors vous êtes, depuis que la politique active s'est un peu éloignée pour vous, à la tête de Leader pour la paix. À quoi cela sert-il en temps de guerre ? Ça sert à essayer de développer l'esprit de paix. Il y a des écoles de guerre partout. La guerre, on la travaille. La guerre, on la prépare. Il y a des experts. Personne ne travaille la paix. Le pape disait ce week-end, nous étions avec lui, on travaillait sur ces sujets, il disait « nous sommes en famine de paix ». Et donc nous avons bâti une école itinérante de la paix. Elle s'est déroulée au Vatican pour construire un certain nombre de sujets. Par exemple, qu'est-ce que la dignité ? Parce que la violence, c'est l'atteinte à la dignité. Comment on peut respecter ? Quelles sont les relations internationales ? Un certain nombre de sujets qui sont très importants. Le leadership. Donc nous avons une école de la paix qui tourne et qui va bientôt en Côte d'Ivoire, qui va au Vietnam, qui va en Libye, qui va dans un certain nombre de pays porter le message de paix. Et de dire surtout, même si on est avec le pape, la paix, ça ne tombe pas du ciel. C'est un travail. Il faut la vouloir, il faut la travailler, il faut apprendre ce qu'est l'autre, il faut apprendre à se maîtriser, il faut avoir une responsabilité, une vision. Et donc la paix, c'est quelque chose qui doit nous mobiliser. Et aujourd'hui, finalement, avec fatalité, on voit une guerre que le pape traite de guerre mondiale, on voit une guerre qui se déroule sans que vraiment l'esprit de paix progresse. Alors, parmi ceux que vous avez entraînés dans cette affaire, il y a Anthony Blinken. Absolument. Il est secrétaire d'État aux États-Unis. Que vous dit-il sur ce conflit ? Il pense que le cessez-le-feu est pour demain. Que veulent vraiment les États-Unis ? C'est très préoccupant. Pour le moment, d'abord, il s'est mis en retrait de notre organisation pendant son exercice ministériel. Donc, on a toujours des contacts avec lui, heureusement. Mais on voit bien aujourd'hui que nous sommes dans une situation un peu déséquilibrée dans cette affaire, puisque les États-Unis, Blinken, comme Biden disent, c'est aux Ukrainiens de décider le calendrier. Mais c'est eux qui fournissent les armes. Et c'est eux qui fournissent les armes. Et Poutine veut discuter avec les Russes. Donc, Poutine veut la paix avec les Américains et les Ukrainiens veulent la paix avec les Russes. Enfin, veulent gagner avec une négociation qui leur donnerait de satisfaction. Donc on est dans une situation où, pour le moment, on ne voit pas la sortie de crise. Mais le jour où Washington dit « stop », là maintenant on arrête, on négocie. C'est ce qu'on pourrait attendre. Parce que vous savez, je pense que dans cette tragédie, le peuple ukrainien est la première victime. Mais la deuxième victime, c'est qui ? De mon point de vue, c'est le projet européen. C'est la division qui arrive en Europe. C'est une division naturellement. Plus les peuples ont peur, plus ils appellent les Américains. Et plus on voit que l'OTAN qui était il y a 2 ans en mort cérébrale, aujourd'hui tout le monde se bouscule au portillon. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, même ce qui est le plus grave de tous les plus graves, la tension entre la France et l'Allemagne se développe. Donc dans la guerre, il y a toujours l'horreur, il y a toujours la division. Et donc il faut être très prudent. Il nous faut le cessez-le-feu et c'est pour ça qu'on a besoin d'un engagement des Américains et pas seulement une attitude qui laisse penser que le calendrier dépendrait que des Ukrainiens. Division des Européens, mais en même temps, le gouvernement français nous dit non, au contraire, union des Européens. Sur l'énergie, on est solidaires, on prend des mesures ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas les deux phénomènes ? Une Europe peut-être plus intégrée, mais plus fragile. Au début de la crise, l'Europe s'est rassemblée, elle a dégagé un certain nombre d'éléments de stratégie, mais néanmoins aujourd'hui, on voit bien quand même que les Américains font des pressions très très fortes sur l'Europe. On voit bien que dans les commandes d'armement, les Américains font de bons marchés. On voit bien que nous sommes dans une situation de tenaille. D'un côté, une Chine qui ouvre ses marchés en fonction des options politiques, et de l'autre côté, des États-Unis qui, avec l'extraterritorialité des lois, nous imposent ces règlements, nous obligent à fermer Total en Iran, nous obligent à payer des taxes par nos grandes banques. Et nous vend du gaz de schiste. Et nous vend du gaz de schiste, nous vend du blé, nous vend des armes. Et donc, on voit que de toute façon, les Américains ne sont pas perdants en tout point dans cette affaire. Donc, nous sommes pris entre cette Chine et ces États-Unis aujourd'hui qui sont en tenaille, qui prennent en tenaille l'Europe. Et cette tenaille-là, elle est extraordinairement pressante et il ne faudrait pas qu'elle conduise à ce qu'on pourrait appeler la sortie de l'histoire de l'Europe. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut aujourd'hui d'abord veiller à l'entente franco-allemande, bâtir des stratégies. On ne sera pas d'accord sur tout, on ne sera jamais d'accord sur le nucléaire. L'opposition nucléaire, par exemple, en Allemagne, est très très forte. Mais il faut accepter l'idée qu'avec l'Allemagne, nous ayons des sujets communs, des sujets de coopération, des sujets d'accord, des sujets quasi fédéraux, je dirais, où on travaille complètement ensemble, et puis des sujets sur lesquels on a des compétitions et des oppositions. Il faut une nouvelle relation avec l'Allemagne, mais une relation maîtrisée, stabilisée, pacifique. On va parler de la Chine que vous connaissez si bien. Un mot encore. Dans votre équipe, il y a Alexandre Orlov, qu'on connaît bien en France. Il a été ambassadeur de Russie haut en couleur. Est-ce qu'il vous parle d'un arrêt possible de l'attaque russe et d'un passage aux négociations ?
Il est évidemment très prudent. Dans notre équipe, vous savez, on a une personne par pays, donc l'idée de base, c'est que tout le monde reste toujours autour de la table. Donc personne ne part, et donc on discute, y compris, on discute, mais avec notre expérience. C'est-à-dire chacun, Orlov est fidèle à son pays, naturellement, mais en même temps, il a les marges de liberté que n'ont pas les diplomates du jour. Donc on voit bien quelles sont les choses qui sont très importantes pour les Russes. On voit bien que la question de la Crimée est une question fondamentale. On voit bien que les Russes ont toujours voulu prétendre à une position internationale forte. Donc l'isolement est quelque chose qui les touche profondément. Donc on voit bien en discutant avec M. Orlov, comme avec beaucoup d'autres, que ça bouge, qu'ils ont des choses à perdre et donc ils prennent conscience de ce dont ils ont à perdre. C'est ça la diplomatie. Et vous savez, c'est assez terrible parce que au fond, la paix ne se gagne qu'en parlant avec les autres, et y compris avec l'adversaire. Et donc c'est la diplomatie qui doit pouvoir s'imposer. Et aujourd'hui, la diplomatie, hélas, est en recul. En Chine, des manifestations ont étonné le monde, des manifestations contre la politique zéro Covid. Est-ce qu'il faut y voir, comme certains intellectuels français, le début d'une révolution globale contre le pouvoir de Xi Jinping ? Il faut réfléchir vraiment à qu'est-ce qui se passe, parce que avec la Chine, c'est toujours compliqué. Je pense qu'il y a quand même des éboulements qui sont très forts. D'abord, il y a une fermeture globale de la Chine. Il y a une évolution. Il y a quelques années, les choses allaient dans une certaine bonne direction. Le marché s'ouvrait, il y avait des conquêtes de liberté. Là, on voit bien que la direction est aujourd'hui inverse. La question, c'est le force de contrat social qu'il y avait jusqu'à maintenant en Chine. Au fond, il y avait un contrat entre la population et le pouvoir. Ceux qui font de la politique doivent aller au Parti communiste et ceux qui n'en font pas peuvent exercer des libertés. Donc, grosso modo, tu fais pas de politique et tu es à peu près libre. Tu peux gagner ta vie, tu peux avoir des activités, tout ça. Et donc, beaucoup de gens vivaient leur vie sans faire de politique. Mais avec le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la politique qui est revenue. Le masque, c'est de la politique. Les horaires de confinement, c'est de la politique. Tout ce qui est l'organisation sociale. Vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, on disait la politique est impuissante, la politique n'existe plus. Mais la politique, elle est revenue avec le Covid. Elle est revenue avec des règlements, elle est revenue avec des frontières, elle est venue avec des contraintes, vaccins, recul des libertés. Avec un recul des libertés. Et donc là, je pense que le contrat social est quand même quelque peu bousculé en Chine parce que les gens reviennent à faire de la politique. Et donc ça peut aller très loin. Et si ils viennent faire de la politique, ça peut en effet aller loin parce que le deal jusqu'à maintenant, c'est tu es libre si tu ne fais pas de politique. Donc je pense que dans ces circonstances-là, on va voir les choses comment on va évoluer. Il est évident que le régime est très fort, puissant, et donc il ne doit pas être facilement déstabilisable. Et il y a une stratégie très organisée, parce qu'au fond, là, il y a la puissance du parti. Tout est fait pour que le parti soit extrêmement puissant. Donc, je ne peux pas m'avancer sur ce qui va se passer. C'est trop complexe. Ce que je dis simplement, c'est que ce qui me paraissait être la clé un peu de l'équilibre chinois de ces 10 dernières années est en train d'être mis en cause. Taïwan, la Chine veut vraiment récupérer Taïwan ou c'est un moyen de pression pour négocier avec les Occidentaux? La Chine ne lâchera jamais Taïwan. Ils le disent très clairement. Ils disent très clairement qu'il n'y a pas d'objectif militaire guerrier pour la Chine, excepté s'il y avait un problème sur l'unité de Taïwan. Vous savez, la stratégie chinoise, c'est la stratégie qui fait de l'unité une valeur. Chez nous, être rebelle, c'est quelquefois être un héros, c'est quelquefois être brillant, c'est quelquefois être séducteur, attractif. Je me souviens avoir fait une campagne avec Michel Crépeau à La Rochelle dans ma jeunesse, quand j'étais président de région, on disait La Rochelle, la rebelle. Être rebelle, c'est attractif. Chez eux, être rebelle, c'est coupable. L'unité, chez nous, c'est un moyen. On fait l'unité pour gagner, on fait l'unité d'une équipe de foot, on fait l'unité d'une entreprise, on fait l'unité pour. Eux, l'unité, c'est la valeur absolue. C'est la règle. Celui qui n'est pas l'empire russe, l'adversaire numéro un théorique de la Chine, c'est Gorbatchev qui a éclaté l'Empire russe. Donc l'unité, c'est leur stratégie. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse le pronostic qu'ils sont fondamentalement, structurellement attachés à Taïwan et donc dans notre diplomatie, nous devons l'intégrer. Un mot de la France quand même. Cet après-midi, il y a un débat sans vote à l'Assemblée sur l'immigration. Que feriez-vous si vous étiez aux affaires par rapport au droit d'asile, par rapport aux métiers en tension où on régularise les clandestins ? Je crois qu'il faut naturellement aujourd'hui avoir cette approche sur les métiers en tension. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable dans les restaurants, même dans les enseignants, même dans les bâtiments, même dans un grand nombre de secteurs. Aujourd'hui, on manque de gens pour travailler. Donc, on a un sérieux problème aujourd'hui. Les Français doivent réfléchir. D'un côté, on refuse un certain nombre de travaux, et de l'autre côté, on ne veut pas d'immigrés. Donc, il y a un moment où on est dans une impasse, quoi. Donc, les métiers en tension, là où il y a de l'emploi, au fond, nous, on n'est pas contre l'intégration. Le problème de l'immigration, c'est l'immigrant non intégré. Et quelquefois, l'immigrant
en refus de société, en rejet de société. Mais au fond, l'intégration et l'intégration par le travail, c'est pas pour nous quelque chose qui est fondamentalement une adversité. Et- Donc je pense que de faire en sorte que quand on a un emploi, quand on répond à des qualifications précises et adaptées aux besoins de l'économie française, on doit pouvoir ouvrir davantage notre capacité à intégrer. Sur le droit d'asile, il faut être plus sévère, plus dur, moins humaniste? Non, il ne faut jamais être moins humaniste. Le droit d'asile, il faut sans doute avoir dans les procédures beaucoup plus de rapidité, de moyens mis pour qu'on puisse trancher plus vite. C'est le droit, c'est le non-droit qui dure. C'est ça qui, une fois que quelqu'un a été là 2-3 ans sans que des décisions aient été prises, comment voulez-vous, c'est très difficile. Alors qu'il est intégré, alors qu'il y a des enfants, tout ça est humainement très, très difficile. Donc il faut traiter les choses très rapidement. Voteriez-vous, si vous étiez sénateur, la réforme des retraites passant à 65 ans pour l'âge de départ? Je pense que je la voterai, oui. On va voir. C'est le moment. Je pense qu'il faut absolument avancer sur ce sujet. Je crois que c'est quand même très important. On vit plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps. Les choses sont assez simples. On est dans un système de répartition et donc il y aura de plus en plus de retraites à payer. Il faut donc mobiliser des moyens. Donc je crois qu'il faut discuter entre 64 et 65. Ça dépend beaucoup des compensations, les carrières longues, un certain nombre de choses, la pénibilité, etc. doivent être intégrées à ce projet, comme nous l'avions fait avec Jacques Chirac en 2003. Donc je pense qu'il y a des sujets qui sont à traiter, mais je pense que l'orientation est bonne et c'est un impératif que de faire la réforme des retraites. Tous ceux qui disent que ce n'est pas une nécessité, je crois, se trompent. Second tour pour la présidence de LR. Soutenez-vous Éric Ciotti ou Bruno Retailleau? Bon, je ne prends pas parti dans ce débat, puisque j'ai quitté les LR à partir du moment où les LR, pour la première élection de Macron, n'ont pas su choisir entre Macron et Le Pen. Donc j'ai quitté. Mais c'est votre ancienne famille quand même. C'est la même droite, Ciotti Retailleau, une droite de plus en plus à droite. Mais je pense que c'est pas vraiment le débat du jour. Si vous voulez vraiment mon avis là-dessus, le débat sera le moment venu entre Édouard Philippe et Laurent Wauquiez. Donc c'est pour cette famille politique-là de centre droit élargi, parce que de toute façon, si vous voulez, il y a toujours eu les bonapartistes et les orléanistes. Donc il y a aujourd'hui un orléaniste qui est plutôt Édouard Philippe, un bonapartiste qui est plutôt Laurent Wauquiez. Comment tous ces deux-là vont évoluer, sachant que la victoire n'est possible que si les orléanistes et les bonapartistes s'entendent. Donc l'après-Macron, c'est une forme de retour de l'ancienne droite, si elle s'entend. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose il faut tenir compte de l'histoire de notre pays. Donc je ne suis pas sûr que les clivages politiques aient complètement disparu. Et je crois qu'en tout cas, pour ce qui est de la droite et du centre, il y a toujours eu ces orléanistes et bonapartistes de tempéraments politiques qui sont de tempéraments très différents. Le RPR et l'UDF autrefois, c'est pas la même ligne politique, mais l'un et l'autre ont besoin d'être ensemble pour gagner. Jean-Pierre Raffarin, merci, bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.